Bonsoir tout le monde, merci d'être venus si nombreux pour un symposium sur Babylon.js. Donc je vais discuter avec vous de ce moteur de jeu en 3D sur navigateur, extrêmement sympa. Alors je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Sven Taton, je suis consultant chez Versus Mind depuis 2017. Et je travaille principalement, exclusivement pour l'instant, sur Babylon.js, donc pour le développement d'une application de, euh, de visualisation de pièces en 3D. C'est-à-dire, je veux acheter de la décoration pour ma pièce et je peux la personnaliser sur le site web directement. Donc, je vais vous parler un peu de Babylon.js. Qu'est-ce que c'est Babylon.js? C'est un framework JavaScript pour le développement de jeux en 3D dans le navigateur. C'est basé sur l'HTML5 et WebGL. Donc WebGL, c'est la librairie pour accéder aux fonctionnalités graphiques via le navigateur. De quoi est-ce qu'on va parler ce soir? On va faire une rapide introduction sur Babylon.js, à quoi ça sert, dans quel cas on utilise, quelles sont ses particularités, qu'est-ce qui le différencie des autres moteurs. On regardera ensuite comment on crée une scène dans Babylon.js, comment on fait pour afficher des objets, mettre des lumières, des caméras, des réflexions, etc. Donc toutes les fonctionnalités de base. Et si ça vous intéresse, on regardera des fonctionnalités un peu plus avancées avec Babylon.js, comment on peut faire monter la scalabilité de Babylon, comment on peut augmenter la taille d'une scène, multiplier le nombre d'objets, générer procéduralement des objets, et ce genre de choses. Donc, petite introduction sur Babylon.js. À quoi ça sert? Ça sert à afficher de la 3D. Donc ça va être, par exemple, dans une page web, on affiche des images en 2D. Grâce à Babylon, on peut très bien décider d'afficher des éléments en 3 dimensions qui sont manipulables par l'utilisateur ou animés en 3 dimensions dans des canevas qu'on inclut sur la page. C'est une utilisation possible. Celle qui nous intéresse généralement le plus, c'est la création d'applications complètes en 3D intégrées directement dans le navigateur. Donc, Babylon se présente comme un moteur de jeux vidéo sur navigateur. On peut aussi s'en servir pour de la visualisation d'une architecture. Ce qui se fait beaucoup, c'est la présentation de produits maintenant. Donc si je vends un produit sur Internet, et en particulier un produit personnalisable, je vais proposer aux utilisateurs de le personnaliser dans leur navigateur, de le manipuler en 3D, de tourner autour, d'en modifier les éléments, etc. Donc on peut tout de suite passer à une petite démonstration d'une application en 3D avec Babylon. Donc vous l'aviez peut-être déjà croisé, c'est un éditeur pour faire des pièces en Lego dans le navigateur. Donc, dans ce qu'on a remarqué, c'est les caractéristiques principales de Babylon, c'est-à-dire que ça se charge à peu près instantanément. On n'a pas un temps de chargement pour initialiser le moteur. C'est globalement assez fluide. C'est intégré dans la page web, donc on profite de toute la partie front se fait en HTML. On est sur des choses qu'on connaît déjà, qu'on sait déjà faire. Il n'y a rien de très nouveau. Et excusez-moi. Et on peut interagir avec la scène. Donc je reviendrai sur cette petite démo après quand ça rejoindra ce dont on parlera. Ok. Donc les principales caractéristiques, qu'est-ce qui différencie Babylon.js d'autres moteurs? Donc par exemple comme autre moteur de 3D très connu, on va avoir Unity 3D qui fait partie des plus connus. Là, la principale différence, c'est que Babylon, c'est un moteur web, c'est-à-dire que c'est une librairie JavaScript qu'on intègre à la page web. On n'a pas de plugin à installer. C'est intégré dans la page web. Une autre particularité de Babylon, c'est sa licence. C'est un projet open source, il est gratuit, vous pouvez contribuer assez facilement. C'est développé en TypeScript, donc c'est raisonnablement lisible, c'est typé,
on peut s'y retrouver. Le côté léger et rapide, ça fait vraiment partie des points forts. Donc la librairie fait 1,3 mégas une fois minifiée. Donc c'est assez peu dans la page web pour ce type de fonctionnalité. Et c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'à l'instanciation de la page, enfin à l'ouverture de la page, on n'a pas un temps de chargement, une initialisation du moteur, ce genre de choses. On a le chargement des objets évidemment, mais le moteur en lui-même démarre instantanément. Il y a d'autres moteurs web qui existent, PlayCanva notamment, qui fait des rendus assez impressionnants aussi. Et là, ce qui différencie beaucoup Babylon.js, c'est le fait d'avoir une communauté assez importante qui participe notamment à la rédaction de la documentation et des tutoriaux. Et ça en fait un moteur, une librairie vraiment très très accessible. Vous pouvez aller sur le site de Babylon.js, il y a une soixantaine de tutoriaux très progressifs. Et, et ça vous permet d'aller vraiment en profondeur dans l'utilisation du moteur, très, très simplement. Donc une communauté très importante et très utile sur ce moteur. Ouais. Donc par rapport à d'autres frameworks, par exemple, si je veux faire de la 3D dans mon navigateur, je peux faire du WebGL natif. C'est-à-dire qu'on sera plutôt sur du bas niveau. Je vais communiquer directement avec la carte graphique pour envoyer les données qui concernent mes objets, etc. La Babylon, on est nettement plus haut niveau que ça. On peut très bien éviter toute la partie compliquée de la programmation 3D. Donc typiquement, on peut très bien utiliser Babylon sans faire de WebGL natif. Il surcouche complètement WebGL. La partie mathématique également est assez bien masquée par Babylon. Typiquement, on ne va pas beaucoup manipuler de matrices ou de vecteurs. On peut faire appel aux fonctionnalités déjà existantes de Babylon, dans une certaine mesure. Mais on peut avancer un peu sans forcément composer des objets trop compliqués. Babylon, c'est un moteur de jeu, il expose ce qu'on appelle le graphe de scène, c'est-à-dire qu'on a un ensemble d'objets dans une scène qui sont tous reliés entre eux, et on peut avoir un code métier qui interagit avec la scène via ce graphe de scène. Donc quelque chose de plutôt facile d'accès et facile de greffer une application dessus. Enfin, on n'écrit pas de shader, ou en tout cas on n'est pas obligé d'écrire des shaders dans Babylon. Il propose déjà des matériaux à paramétrer en fait. Donc quand on souhaite instancier une texture, que ce soit du bois, de la pierre, des peintures, etc., on peut directement passer par ces packs déjà faits qui restent qu'à paramétrer pour avoir l'application. Okay. Bon, on verra par la suite que si on a des besoins particuliers, on peut effectivement écrire des shaders customisés dans Babylon, c'est aussi supporté. La philosophie de Babylon, c'est d'être simple, c'est-à-dire qu'on va dans la mesure du possible associer une méthode à une fonctionnalité. Donc ça se retrouve tout au long du moteur. On obtient la plupart des fonctionnalités qu'on souhaite avoir en quelques lignes. On souhaite ajouter un cube dans la scène, on ajoute un cube. On n'a pas à charger une géométrie ou ce genre de choses, ça se fait en une ligne. C'est encore plus flagrant avec les caméras où on charge directement un point de vue, les contrôles, etc. Le tout en une ligne. Donc beaucoup de fonctionnalités haut niveau qui sont déjà packées en une seule méthode qu'on n'a plus qu'à appeler pour obtenir le résultat qu'on souhaite. Donc on va pouvoir passer à la création d'une scène de base avec Babylon. Alors après, je ne sais pas si vous avez déjà des questions ou des remarques sur l'intro, ou si le contexte n'est pas forcément clair, je peux y répondre. Non. Donc je vais enchaîner avec la création des scènes. Donc ce qu'on va faire pour bien visualiser comment on crée une scène, c'est qu'on va utiliser le Playground de Babylon. Donc c'est une appli qui permet d'écrire son code Babylon et de visualiser assez en direct la scène qu'on est en train de générer. Donc c'est assez facile, c'est assez pratique, pardon, que ce soit pour débugger, pour mettre en avant une fonctionnalité particulière ou un souci qu'on rencontre pour demander des services,
l'assistance du reste de la communauté. Donc, on va ouvrir un playground. Alors, excusez-moi, je vais réussir à organiser ça. Donc, ok, c'est parfait. Donc, une scène dans Babylon.js, on va partir d'un canvas, c'est-à-dire que le moteur Babylon écrit dans un élément HTML Canva, donc on a déjà ajouté dans la page. L'initialisation, c'est-à-dire on instancie le moteur de Babylon, assez simple, et on crée un objet scène. Donc toutes ces opérations-là sont déjà en partie encapsulées dans le playground. Alors je ne sais pas si on voit assez bien. Je peux peut-être zoomer. Ouais, ce sera mieux. Donc ici, on a déjà un objet moteur de Babylon qui a été créé. On a notre canvas sur la droite. Et on va créer une nouvelle scène Babylon qui va être rendue dans le canvas que vous voyez sur votre droite. Alors le graphe de scène rapidement, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un objet scène qui est un peu l'objet maître de la scène, auquel on rattache tous les autres objets. Donc tous les autres objets, c'est ce qu'on appelle des nœuds. On va avoir un nœud caméra, une ou plusieurs, des nœuds qui caractérisent les lumières qu'on a dans la scène. Et tous nos mèches seront aussi des nœuds. Donc les mèches, on verra après, sont les objets qui apparaissent dans la scène. Donc, tous les objets en 3D qu'on peut visualiser dans la scène. À ces mèches, on attache par exemple des objets matériaux qui définissent comment est affiché le mesh. Alors, les caméras, donc qu'est-ce que c'est une caméra dans une appli 3D? Donc ça va être le point de vue de l'utilisateur et la manière de rendre la scène pour l'utilisateur. C'est-à-dire que ça va être l'endroit où je suis placé et un cadre, un point de vue sur lequel la scène est affichée. Donc bref, c'est ce qu'on voit à côté. Hein. C'est-à-dire que là, on va avoir ça, ce sera notre écran, et ici le point de vue à partir duquel on va dessiner le canard sur l'écran. Ça, c'est dans le cas général d'à peu près tout ce qui existe comme moteur 3D. Plus particulièrement sur Babylon, la caméra, elle va aussi embarquer son interface utilisateur. Donc Babylon propose toute une collection de caméras à instancier. Donc on va avoir une caméra qui permet de tourner autour de la scène pour visualiser, une caméra qui se déplace en vue subjective dedans. Donc toujours dans cette idée de faire les choses aussi simplement que possible. On va instancier ces caméras en une ligne à chaque fois. Je veux une caméra qui tourne autour de la scène, une caméra en vue subjective, etc. Tout ça s'instancie à chaque fois en une ligne. Alors on peut passer aux lumières. Donc qu'est-ce qu'une lumière? C'est la source lumineuse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un objet, ça va être une approximation de notre monde réel. Donc là, par exemple, on a 3 lumières autour de notre canard. Les 3 lumières qui sont les plus simples et les plus fréquentes dans les applications en 3D. Donc une lumière ponctuelle ici, c'est-à-dire ça va être une lumière qui irradie autour d'elle dans toutes les directions, donc comme une bougie, comme une ampoule, ce genre de choses. Ici, c'est ce qu'on appelle une lumière directionnelle, c'est-à-dire que ça va plutôt être la lumière du soleil qui arrive avec une direction sur les objets, tous les rayons sont parallèles et tout est illuminé depuis cette direction. Et on va avoir ce qu'on appelle les lumières d'ambiance. Donc les lumières d'ambiance, on va voir leur intérêt tout de suite dans le canevas. Ça permet de lisser un peu tout ça. Donc, pour voir ce qu'on vient de dire dans le canevas. Donc j'ai créé la scène. J'ai créé la scène et je vais
et je vais rajouter un élément sol, donc c'est ce cylindre qu'on voit ici qui sert à afficher, sur lequel on placera les objets qu'on souhaite ajouter. On a créé une skybox, donc la skybox c'est cette espèce de boîte qu'on met tout autour de la scène, sur laquelle on rend une image et ça nous donne un fond plus agréable. On ajoute aussi une caméra, donc ici c'est ce qu'on appelle la Arc Rotate Camera, donc c'est une caméra qui tourne autour de l'objet qu'on a affiché. Donc dans Babylon, on l'instancie en une ligne, on peut la paramétrer, par exemple ici on réduit un peu la sensibilité quand on la manipule. Et pour l'instant, on s'arrête ici. Donc ce qu'on voit, c'est que le sol qu'on a rendu n'est pas du tout visible. En fait, il apparaît complètement noir parce qu'il n'y a pas de lumière dans notre scène. Donc on peut tout de suite rajouter des lumières. Donc on va rajouter une lumière directionnelle qui va représenter un soleil qui inciderait sur notre scène. Donc, on peut enfin visualiser que le sol est bien un objet en 3D qu'on a instancié dans la scène. Donc, jusqu'ici, c'est assez simple. On va continuer avec les fonctionnalités de Babylon pour instancier des objets dans la scène. Donc, qu'est-ce qu'un objet? Dans Babylon, on appelle ça les meshes. Alors, ça peut être un peu trompeur. Donc, un mesh, c'est un objet en 3D, dans le sens général, qui est constitué d'un ensemble de points qu'on appelle les vertices, qui sont reliés entre eux par des edges, c'est les petites arêtes qu'on voit donc qui relient chaque point, et ces edges entre eux forment des faces. Donc ça va être les parties, les faces entre les points. Ça c'est dans le cas général, ça va être dans la plupart des moteurs, un mesh c'est uniquement ça, cet ensemble de points, dans les logiciels de modélisation aussi. Dans Babylon, le concept est un peu étendu, alors c'est dans un souci de simplification. En fait, tous les objets qu'on affiche à l'écran sont des mèches. Et le concept de mèche dans Babylon, il va aussi englober sa position dans l'espace, etc. Si vous avez déjà utilisé un autre moteur, généralement, le mesh, c'est quelque chose qu'on attache aux objets. On l'attache à une position dans l'espace, on attache un élément qui se charge du rendu, et c'est cet ensemble qui est rendu. Dans Babylon, on a un peu on va compacter tout ça, en fait, et donc les objets dans l'espace qui sont placés, qui sont positionnés, sont des mèches. Donc, dans Babylon, on peut créer des mèches simples, c'est-à-dire qu'on a une factory en fait pour créer des sphères, des cubes, toutes les formes primitives en fait qui sont paramétrables. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. L'instanciation d'objets simples. Donc, on va ici créer un cube. Donc, c'est la méthode createBox. Et on va ensuite lui donner une position. Donc, on ajoute comme ça un cube dans la scène. OK. Donc, toujours sur le même principe, on peut aussi rajouter des sphères et des tores. On va aussi leur donner une position dans la scène. Donc, la position dans la scène, on a un repère en 3D selon 3 axes, X, Y et Z. Et l'objet a des coordonnées. Donc, il est placé dans l'espace à un certain endroit. Ok, donc on rajoute des formes assez simples dans la scène. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une lumière un peu brutale. Donc dans le monde réel, quand la lumière va rentrer dans une pièce par une fenêtre, par exemple, elle va refléter sur les surfaces, sur le sol, ce qui va éclairer en même temps le plafond, etc. Et on va avoir une diffusion de la lumière dans la pièce. Donc, même si on a le soleil qui incide de manière directionnelle, la lumière se diffuse et toute la pièce est à peu près éclairée, il n'y a pas des zones complètement noires. Ici, on fait des simplifications, et ce qu'on voit, c'est que l'arrière de nos objets est complètement noir. On n'a pas du tout cet effet de diffusion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet effet de diffusion, il est extrêmement complexe et coûteux à calculer en temps réel.
C'est pas réellement possible, surtout pas sur navigateur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser des simplifications en fait pour se rapprocher de ce qui va nous sembler à nous plus réaliste. Donc dans le cas des lumières, ça va être d'utiliser à la fois une lumière directionnelle pour avoir cet effet d'illumination qui vient du ciel et une lumière d'ambiance pour masquer un peu les zones d'ombre. Donc c'est ce qu'on fait ici en instanciant une lumière hémisphérique. Donc c'est une lumière qui va irradier à la fois d'en haut et d'en bas avec deux intensités différentes et illuminer globalement la pièce. Ce qu'on fait aussi au passage, c'est qu'on baisse leur intensité pour éviter d'additionner deux sources de lumière trop fortes. Et ça devrait nous donner, si tout se passe bien, quelque chose d'un peu plus naturel d'un point de vue illumination. Donc c'est un peu mieux, on a les faces arrière qui sont pas complètement masquées. Voilà, la scène est plus naturelle. Donc quelques formes primitives, il y en a beaucoup d'autres dans le moteur, c'est pas forcément intéressant de toutes les voir. Une fonctionnalité qui est pratique, qui est même essentielle dans Babylone, c'est qu'on va pouvoir importer des mèches qui ont été créées dans des applications tierces. Donc Babylone, le framework comporte un format donc le format Babylone. Donc c'est un fichier JSON qui peut stocker toutes les informations de la scène et en particulier la géométrie des mèches, c'est-à-dire leurs points, leurs arêtes, leurs faces, etc. Donc il y a des importeurs depuis pas mal de sources de mèches différentes que vous voulez créer sur Blender, 3ds Max. Il y a même des importeurs depuis Unity. On peut créer la scène dans Unity et l'importer dans Babylone. Ça se fait aussi. Donc c'est ce qu'on fait ici avec un objet qui a été créé sous Blender. Donc on crée notre archive .babylon, notre fichier .babylon, donc c'est un fichier JSON qui contient toute la structure du mesh, et on peut l'ajouter, donc ça se fait de manière asynchrone puisqu'on va aller chercher le fichier à distance, on peut l'ajouter dans la scène. Donc on va rajouter notre mesh et lui assigner une position, et le voici. Donc on a un objet dans la scène qui est plus complexe, donc globalement les primitives, ça a évidemment assez peu d'intérêt dans l'application. C'est intéressant pour du debug, c'est intéressant pour ce genre de choses. Voilà, généralement, on ajoute plutôt des objets qu'on a créés dans une application. Les positionnements dans l'espace, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les objets sont placés par rapport à un point qu'on appelle l'origine, donc ils ont une position dans l'espace. Ils ont également une rotation qui nous dit vers où comment ils sont tournés dans l'espace. Et c'est moins utilisé, mais on a aussi un scale, c'est-à-dire c'est un étirement de l'objet dans l'espace. On peut combiner tout ça, c'est ce qu'on appelle les matrices TRS. Donc c'est une matrice 4x4 qui détermine exactement comment un objet est placé. Un autre point qui est important sur la partie positionnement, c'est de parenter les objets entre eux. C'est-à-dire qu'un objet qui est parenté à un autre va hériter de sa transformation. Donc il est placé par rapport à cet objet, il est tourné par rapport à cet objet, etc. Comment on gère les placements dans l'espace? On verra tout à l'heure quand on va essayer de déplacer des objets dans notre playground. On a des méthodes assez simples, c'est-à-dire on peut faire effectuer une rotation, on a la fonction rotate pour faire ça, une simple translation là aussi. Il y a quand même une librairie de matrices dans Babylone, et si on a besoin de créer des transformations plus complexes, c'est également possible via la librairie de matrices. On peut passer aux matériaux. Donc, dans Babylone, les mèches qu'on a créées sont pour l'instant gris, c'est-à-dire c'est le matériau par défaut, il reflète un peu la lumière. On a besoin de le paramétrer pour obtenir une scène agréable à l'œil, c'est assez évident. Donc on distingue le matériau de la texture, c'est-à-dire que le matériau, c'est comment il est affiché, quelle est sa couleur, à quel point il réfléchit la lumière, est-ce qu'il est brillant,
La texture, c'est une propriété du matériau, c'est-à-dire c'est ce dessin qu'on va placer sur l'objet, mais le matériau, c'est pas uniquement la texture. Donc, on peut... non, pardon, excusez-moi. Donc, dans Babylone, on a différents types de matériaux. Pour l'instant, on va surtout voir standard, donc c'est-à-dire que ça va être des matériaux, c'est le matériau historique dans Babylone. Aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup, c'est ce qu'on appelle les PBR, donc le rendu basé sur la physique, qui consiste justement, ça aide à régler les problèmes de lumière, par exemple, qu'on avait, la réflexion qu'ont les objets entre eux, etc. Donc ce qu'on va voir, nous, c'est plutôt les matériaux standards pour l'instant. Un matériau est paramétrable, on lui donne l'apparence qu'on veut en fixant ses paramètres. On n'a pas besoin d'écrire de shader dans Babylone. On peut le faire, mais c'est pas une nécessité, donc ça fait partie de c'est un des avantages du moteur, et ce qui le rend si accessible. Donc on va voir un peu, on va appliquer quelques matériaux sur les mèches qu'on a instanciées dans la scène. Donc la création de matériaux dans Babylone, donc toujours pareil, je crée un matériau et je l'assigne à un objet. Donc ici c'est notre objet nœud, c'est-à-dire c'est cette forme-là qu'on a ici, et on lui assigne le matériau qu'on vient de créer. On va ensuite paramétrer ce matériau, donc par exemple, on va lui donner une couleur diffuse, c'est-à-dire c'est la couleur qu'il émet quand la lumière l'atteint. Donc, ok, donc on a appliqué un matériau à notre nœud, ça reste encore assez simple. Ce qu'on peut faire, c'est manipuler la manière dont un objet retourne la lumière. Donc c'est ce qu'on va faire sur la sphère. On va réduire sa couleur spécular. Donc la couleur spécular, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire c'est le retour de la lumière quand elle arrive sur l'objet. Donc ici, on va l'annuler, et c'est comme ça qu'on va obtenir un matériau plutôt mat. Voilà, donc on a une sphère qui est beaucoup moins brillante, un genre de plastique mat ou de bois peint. Et c'est comme ça, en paramétrant les matériaux, qu'on va obtenir les effets qu'on désire. Si on a besoin de textures un peu plus, enfin, de rendus un peu plus complexes, on va pouvoir passer aux textures. Donc, dans Babylone, on assigne les textures aux matériaux et elles seront utilisées pour le rendu. C'est ce qu'on va faire ici sur le sol et le cube. Donc, on assigne une texture diffuse, c'est-à-dire c'est la texture qui va être, c'est la texture qui indique comment la lumière va être diffusée. C'est sur le même principe que la couleur, mais comme on va la plaquer sur l'objet, on va obtenir un effet plus détaillé. Donc voilà, là j'ai appliqué une texture, donc c'est-à-dire que la texture c'est une image qu'on plaque sur le mesh et on obtient ce rendu. Ça c'est la texture diffuse de base. Ce qui peut être intéressant, c'est d'ajouter des textures qui donnent d'autres informations. Donc par exemple, ce qu'on peut indiquer à Babylone, c'est comment l'objet va renvoyer la lumière. Donc pour l'instant, il la renvoie comme avant. C'est-à-dire qu'on a beau avoir appliqué une texture de pierre sur notre sol, il renvoie toujours la lumière de manière très uniforme, ce qui manque un peu de réalisme. Et on peut donc ajouter une texture bump texture, c'est-à-dire une texture normale qui indique à Babylone dans quel sens il doit réfléchir la lumière. Et on obtient ceci, c'est beaucoup plus réaliste, agréable comme texture. Si on... ce qui existe également dans Babylone, c'est ce qu'on appelle les render textures. Donc, c'est des textures générées dynamiquement. C'est-à-dire que ici, nos textures sont statiques, elles ne bougent pas. On va pouvoir les générer dynamiquement et les modifier en temps réel. Un cas dans lequel c'est assez intéressant de les utiliser, ça va être si on veut créer un miroir. Donc, un miroir, ce sera une texture et on va afficher sur cette texture les objets qui se trouvent devant. Donc, c'est ce qu'on fait juste en dessous. Donc,
dans Babylone, ça se fait toujours en quelques lignes. Ok. Donc, le sol est maintenant un miroir dans lequel on peut voir les objets se réfléchir. Il y a quelques particularités là-dessus. Donc, en fait, pour obtenir cet effet, pour afficher les objets en dessous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une caméra virtuelle dans la scène qui va rendre les objets sur la texture. Donc, nous, notre caméra est placée ici, et on en a une en dessous qui récupère les objets. Donc, c'est ce qu'on lui a indiqué ici à Babylone, c'est-à-dire qu'on lui a dit qu'il devait, pour cette texture de miroir, afficher le cube, la sphère, le nœud et le canard. D'un point de vue performance, ça a un coût non négligeable. Alors ici, on est sur une scène très simple avec un ordi raisonnablement puissant, donc ça passe assez bien. Évidemment, si on commence à charger la scène et à vouloir créer un miroir, on va avoir une grosse chute de performance. C'est quelque chose de très coûteux de rajouter des miroirs. De rajouter des réflexions, ce genre de choses, on évite sur des coûts assez élevés avec les textures de rendu quand on rajoute des caméras dans la scène. Un dernier point de la démo, de la création de scène. Donc on a créé une scène de base. On n'a pas encore trop d'interaction avec. Le fonctionnement de Babylon.js et la manière dont on va réussir à interagir avec, c'est assez similaire dans beaucoup d'autres moteurs à ma connaissance. Donc Babylon effectue tous ses calculs, où sont les objets, etc. Et il les affiche. Et il effectue de nouveau tous les calculs, où sont les objets, etc. Et ils sont affichés. Il va le faire 60 fois par seconde pour obtenir le rendu. C'est-à-dire que ça laisse 16 millisecondes dans lequel on va pouvoir intégrer le code propre à l'application pour effectuer ce qu'on veut faire. Donc ça va être par exemple, on souhaite animer les objets. Donc entre chaque frame, on peut inclure notre code qui anime les objets. Si on souhaite ajouter de l'interface utilisateur, des interactions avec la scène, c'est dans cet intervalle-là qu'on va les placer. C'est également là que se fait la partie physique, si on en a besoin dans la scène, donc tout ce qui est collision entre les objets, c'est calculé entre chaque frame. Donc Babylon expose ce qu'on appelle la render loop, donc c'est-à-dire c'est un événement sur lequel on ajoute des opérations. Donc ici, dans notre objet scène, on ajoute juste avant d'effectuer le rendu une mise à jour de la position de notre canard. Donc, pardon. Donc, entre chaque frame, la position du canard est déplacée, son orientation aussi, et il est maintenant en train de se balader dans la scène. On a une animation très simple. On peut faire des animations plus poussées, par exemple si on veut articuler le canard, etc. Babylon gère aussi les animations via des squelettes pour animer l'objet via son squelette. On va se limiter à ça, et donc on a un canard qui glisse sur la scène en temps réel, à 60 images par seconde. Donc, autre chose d'intéressant qu'on peut faire dans cette boucle de rendu, c'est de l'interface utilisateur. Donc c'est la partie qui est juste en dessous. Donc on va demander à notre canard de s'arrêter. Et on va ajouter de l'interaction. Donc une interaction simple, on va vouloir que le canard suive notre souris. Donc à chaque image, on trace un rayon entre la caméra et l'emplacement où se trouve la souris. On l'imagine traverser la scène, etc. et atteindre le sol. Donc c'est ce qu'on cherche ici, c'est-à-dire on trace un rayon, dès qu'on intercepte le sol, on le retourne. Si on a bien atteint le sol, on demande au canard de regarder vers ce point et on le translate vers l'avant. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à propos de cette partie positionnement, etc.
Ici, duck.lookat, on est sur quelque chose de vraiment très simplifié niveau géométrie. C'est-à-dire que prendre un objet dans l'espace et l'orienter vers un point choisi, mathématiquement, sans être de la médaille Fields, c'est pas trivial. Et donc c'est quelque chose que Babylon masque complètement et on peut effectuer nos animations, viser un point, etc. Sans faire particulièrement de mathématiques dans le moteur. Ok, donc on peut essayer ça. Est-ce qu'il va bien suivre notre souris? Et voilà, donc à chaque fois que le rayon arrive sur la table, on calcule l'intersection des deux, et le canard suit la souris. Si on sort, on arrête d'intercepter le sol, on stoppe notre canard, et voilà. Donc on est sur quelque chose de très simple visuellement et d'un point de vue fonctionnalité évidemment. L'idée c'est de montrer qu'à chaque fois qu'on veut avoir des fonctionnalités, même qui sont quand même pour certaines pas si simples que ça, le miroir, on est quand même sur quelque chose qui serait compliqué à implémenter sans cette classe-là. Donc le but dans Babylone, c'est de pouvoir ajouter ces choses facilement en quelques lignes. On pourrait rajouter des ombres aussi facilement. Voilà, c'est l'idée dans Babylone, une fonctionnalité, une méthode, et d'être assez simple et direct. Donc avant qu'on passe à la suite sur les fonctionnalités plus avancées et un playground qui va potentiellement plus planter, est-ce que vous avez des questions? Ouais. Ouais, sur... Pardon. Donc sa question, c'était de savoir, bien vu, si on pouvait intégrer des événements donc en provenance du reste du DOM dans Babylone. Alors effectivement, c'est possible, mais on va avoir un petit problème de synchronisation dans certains cas. Donc, je pense que c'est... Voilà. Les événements du DOM vont pas être synchronisés avec le reste. Donc typiquement, si je veux capter l'événement mouse move sur mon canevas, je peux le recevoir 2 fois par frame, je peux ne pas le recevoir pendant une frame en fait. C'est le navigateur qui choisit à quelle fréquence il va me les envoyer. Donc à partir du moment où on fait attention, enfin on a conscience de ce problème-là, que c'est pas 2 boucles synchronisées, etc., ça peut être perturbant au moment de l'instanciation, il n'y a pas de souci. On écrit dans des variables partagées, et, ça se fait. Par exemple, si on prend cette démo ici, donc je vais pouvoir choisir quelle brique de Lego je vais ajouter dans ma scène. Donc j'ai accès à une bibliothèque ici, et, je récupère bien dans Babylone le type d'objet que je suis en train de sélectionner. Et quand je l'ajoute ici, donc j'ai bien la possibilité de relier l'interface. Ouais. Ça marche? Ouais. Ouais. Alors, donc, est-ce qu'on a un ou plusieurs canevas et le reste d'une page? On a 2 canevas, c'est-à-dire qu'on a un canevas pour le rendu ici et un canevas pour la prévisualisation. Ça fait aussi 2 scènes Babylone, et donc elles sont complètement dissociées. Enfin, une caméra, une scène, une scène. Après, on synchronise quelques éléments entre eux. Par exemple, si je tourne cette scène-là, je tourne aussi la caméra dans l'autre scène, euh, parce que ça aide à prévisualiser comment va arriver la pièce dans la scène. Mais non, sinon c'est vraiment une page web, rien de particulier, hein. C'est du Bootstrap pour le placement des éléments, jQuery pour envoyer les événements, et 2 canevas placés au milieu. Babylone se charge uniquement de remplir les canevas. J'ai une question qui vient de chat direct. J'ai Antoine qui demande, est-ce que le moteur serait assez puissant pour faire tourner un jeu comme Mario Kart, par exemple?
Sûrement, on va voir après la puissance du moteur de manière moche dans le playground, mais on a quand même une jolie démo à la fin si vous tenez jusqu'au bout, qui montrera ce qu'ils savent faire. Alors ça dépend quel Mario Kart, mais c'est quelque chose qui doit être faisable. Alors deuxième question, c'est pour articuler des mèches, faudrait-il que le mesh en question soit livré à des actions à effectuer? Pour articuler le mesh avec des actions. Oui. Ouais. Donc quand je vais exporter mon mesh, par exemple dans Blender, alors est-ce que j'ai un Blender quelque part? Ouais, ça va être un peu compliqué, j'ai pas d'objet. Bref, je l'exporte avec son squelette. Donc typiquement, admettons que moi je sois un mesh, donc je suis constitué d'un maillage de plusieurs points, j'ai des os, c'est exactement le même principe pour les objets en 3D, c'est-à-dire qu'on va avoir dedans des objets physiques auxquels on va attacher les mèches. Donc, admettons que mon bras soit l'objet, j'ai un os ici que je vais articuler avec celui-là. Donc, ces os-là sont des objets, on va les déplacer et ils vont entraîner avec eux le mesh. Alors, est-ce qu'on doit avoir une action en même temps? C'est-à-dire si on n'a pas d'action, on va importer un squelette fixe et on va devoir le déplacer un peu manuellement. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure avec le canard, c'est-à-dire je place sa position, etc., avec un cosinus, pour qu'il tourne en rond, c'est quand même assez limité. Si je dois articuler mon corps en indiquant chaque mouvement des os entre eux, je vais avoir beaucoup de mal à faire une animation. Donc généralement, Blender va aussi packer l'animation qu'on aura créée dans Blender. Je dis Blender, 3ds Max, hein, évidemment, n'importe quel logiciel de dessin en 3D. Et c'est ces animations que Babylon sait utiliser. Donc, quand on a chargé ici notre canard, on a au passage chargé un éventuel squelette que le canard posséderait, et cet éventuel squelette aurait possédé des animations si le canard en avait. Il n'en a pas, car c'est un canard en plastique. J'espère que ça répond à la question. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord, merci beaucoup. Je suis dans mes limites. Donc, la suite, les fonctionnalités avancées. On a fait une scène qui est simplissime pour Babylon. On peut aller un peu plus loin que ça, je vous rassure. On va voir jusqu'où on peut aller. Une limite qui va se poser facilement, enfin rapidement dans Babylon, c'est la gestion du nombre d'objets. Donc, si naïvement je veux créer une scène qui implique par exemple une forêt, je vais commencer à mettre des arbres un par un dans ma forêt. Si c'est une grande forêt, mon PC va vite avoir du mal à tout afficher. Donc, ça c'est assez facile, j'ai bon espoir que ça marche comme exemple. C'est-à-dire une scène qui rame. Donc, j'ouvre un exemple dans le playground. Voilà, donc elle rame tellement qu'elle a du mal à s'ouvrir. Pourquoi est-ce qu'elle a du mal à s'ouvrir? Parce qu'on avait beaucoup d'arbres à charger au démarrage. Donc, on a chargé toute cette petite forêt d'un coup. J'ai 16 millisecondes entre deux frames pour effectuer des actions. Ces actions, ça va être par exemple instancier un objet. Instancier un objet, c'est assez coûteux. Déjà, comme le principe, c'est qu'à chaque fois, instancier un objet dans un langage objet, c'est une opération qui a un coût. Dans Babylon, ça va vouloir dire construire la géométrie de l'objet, le placer dans la scène, calculer la matrice de sa transformation, etc. Ça a un coût. Ici, on a essayé d'ajouter 8000 arbres. Donc évidemment, 8000 arbres, ça a pris beaucoup de temps pour l'afficher. C'est pour ça que la scène a pris beaucoup de temps à se charger. D'un point de vue expérience utilisateur, c'est pas forcément très agréable. Surtout qu'on a vu le point fort de Babylon, c'est qu'il n'a pas de temps de chargement pour initialiser le moteur. Si j'affiche toute ma forêt et que j'ai un temps de chargement monstrueux pour charger toute ma forêt, je perds quand même le principal avantage de Babylon. Donc une solution pour pallier à ce problème, ça va être de streamer un peu l'instanciation. Donc au lieu d'instancier tous nos arbres et de rajouter une forêt entière en même temps,
Je vais les ajouter un par un. Oui, donc c'est ce qu'on a vu à l'instant. Je vais les instancier un par un, c'est-à-dire que je mets un arbre, je rends ma scène. J'ajoute un arbre, j'affiche ma scène, j'ajoute un arbre, etc. Donc évidemment, le problème, c'est qu'au début, on va rendre une forêt avec assez peu d'arbres, mais si on la remplit suffisamment vite, pour l'utilisateur, c'est plus agréable de voir la scène se construire petit à petit que d'être bloqué sur un chargement, voire un navigateur qui frise selon comment ça se passe. Donc, un exemple quand on stream, donc on voit qu'ici, ça s'est ouvert immédiatement, et on a nos arbres qui arrivent un par un. Donc la scène se remplit, et on voit qu'on a une petite chute du framerate qui est affichée ici en direct. Alors il peut être un peu trompeur, mais là je pense que c'est à peu près ça. Donc en général, Babylon, au meilleur de sa forme, s'il a le temps de le faire, il va rendre à 60 images par seconde. Sans aller au-dessus, mais il devrait réussir à rendre 60 images par seconde. Si ici, sans faire aucune interaction, je suis à 45 images par seconde, donc là c'est encore acceptable pour l'utilisateur. On est quand même sur quelque chose qui est raisonnablement fluide. Ça passe encore. Le problème, c'est que à la moindre opération, il va vite chuter ce taux. Donc si on passe plusieurs frames de suite en dessous de 20, ça fait quand même des saccades qui sont très notables pour l'utilisateur. Donc, on va essayer de le conserver un peu plus élevé. On voit aussi qu'on a quand même moins d'arbres que tout à l'heure. Si je remets les 8000 arbres de tout à l'heure, donc effectivement, le chargement se déroule bien, la scène arrive directement, le framerate chute. On a quand même beaucoup trop d'arbres dans la scène. Ils sont aussi très serrés. Donc on pourrait évidemment réduire le nombre d'arbres pour obtenir un effet similaire, mais ici le but ça va être de réussir à afficher ou en tout cas s'approcher des 8000 arbres qu'on souhaite instancier dans notre forêt. On y retourne. Donc on a une chute de framerate parce qu'on a trop d'objets dans la scène. Pourquoi est-ce que ça fait chuter le framerate Exactement. Ouais, exactement. On va simplifier un peu le processus qui permet d'afficher un mesh à l'écran et on va voir 3 opérations principales. D'abord, le CPU va calculer la position du mesh dans la scène, c'est-à-dire qu'il va prendre sa position, sa rotation, son scale, il va obtenir une matrice de tout ça, et c'est cette matrice qui va ensuite communiquer à la carte graphique pour qu'elle effectue le rendu. Il va également envoyer la géométrie du mesh. Donc sa position plus sa géométrie, ça permettra de déterminer où se trouve le mesh, où est-ce qu'on doit afficher les triangles sur l'écran. Le calcul de la position du mesh, c'est assez coûteux dans Babylon. C'est-à-dire que si on inspecte un peu l'exécution du code, on voit qu'une fonction qui peut vite occuper 15-20% du temps de calcul, c'est le calcul de matrice, parce qu'on le refait tout le temps en fait. Comme Babylon ne peut pas savoir si un mesh s'est déplacé ou pas, il doit toujours chercher sa position en fait, même s'il n'a pas bougé. Ce qui est un peu idiot, puisque dans notre cas, on sait que nos arbres ont quand même assez peu de chances de bouger. On va donc pouvoir les fixer, c'est-à-dire qu'on indique à Babylon cet objet ne bouge pas, c'est complètement inutile de recalculer en boucle sa matrice de transformation, on perd beaucoup de temps de calcul pour rien et on va gagner du temps comme ça. Une autre approche, on va éviter d'envoyer plusieurs fois de suite la même information, en fait, c'est ça la philosophie. Typiquement ici, tous mes arbres sont strictement identiques puisque sont des clones du premier. Sont des clones, c'est-à-dire qu'on a dupliquer leur géométrie. À chaque fois qu'on veut rendre un de ces arbres sur l'écran, on demande à la carte graphique de rendre la géométrie de ce mesh, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant, alors qu'ils sont tous identiques. On pourrait regrouper ces informations. Donc pour ça, ce que propose Babylon, c'est que plutôt que d'effectuer des clones qui sont des copies indépendantes, des instances indépendantes, on va créer ce qu'on appelle des instances des meshs, c'est-à-dire ce sont des meshs qui ont moins de propriétés. Donc qu'est-ce qui pourra avoir de différent? C'est-à-dire que j'ai mon mesh de base, c'est cet arbre que j'ai chargé au début. Je crée une instance du mesh, c'est-à-dire une copie légère. Et en fait, cette copie légère, je peux modifier que sa position. Elle a forcément le même matériau
que l'original et elle a forcément le même mesh. Quand Babylon va ensuite se charger, enfin quand le moteur va se charger de demander à la carte graphique d'effectuer le rendu, on va profiter de la factorisation de ces informations pour ne pas demander l'affichage de la même géométrie 8000 fois de suite. Alors, est-ce qu'on va réussir à gagner... Pardon. Est-ce qu'on va réussir à gagner suffisamment d'images par seconde pour avoir une forêt de 8000 arbres à 60 images par seconde? Donc, j'y retourne, il s'est lancé. On peut quand même regarder comment ça a marché ici. Donc en fait, au lieu de créer un clone du maître, je crée une instance du maître, c'est-à-dire du premier arbre que j'ai chargé. J'ai quand même le droit de fixer sa transformation comme je veux. Elle peut évidemment être différente de celle du mesh d'origine, ça aurait que très peu d'intérêt sinon. Par contre, une fois que j'ai assigné la position de l'arbre que je viens de créer, j'indique à Babylone qu'on va geler la matrice de cet objet. Donc Babylone arrête de la recalculer. On a beaucoup plus d'arbres que tout à l'heure, on n'en a quand même pas encore 8000, et on voit qu'on reste à peu près à 60 images par seconde, alors qu'on a beaucoup d'éléments dans la scène. Donc on voit pas grand-chose, évidemment, parce que c'est tout petit, parce que c'est pas très esthétique. On en regardera une plus impressionnante après. Mais on a effectivement beaucoup d'objets qui sont rendus en même temps, en effectuant ce genre de simplification. Alors, on peut aller plus loin si on a une autre possibilité qui existe. Donc, c'est-à-dire que si je me mets au niveau de ma forêt, ici, je vois des arbres qui sont très proches de moi. Alors, bon, c'est pas des arbres haute définition, mais ce serait vraiment dommage de les simplifier parce qu'ils sont proches de moi. Par contre, tout au fond, on a des arbres qui, pour le coup, sont d'une bien trop haute définition pour ce qu'on en voit. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt d'avoir une sphère à 10 polygones si le mesh rendu occupe 2-3 pixels tout au fond de l'écran. Donc c'est ce qu'on appelle la LOD, c'est-à-dire que je vais pas afficher le même niveau de détail pour tous les meshs, je vais afficher un niveau de détail différent selon le remplacement, et typiquement ceux du fond, un peu de pixels, du brouillard ou une petite texture suffiront largement pour l'effet visuel en fait. On n'affiche pas 8000 arbres détaillés. À l'écran, ça n'aurait que peu d'intérêt puisqu'on voudra rajouter d'autres choses dans cette forêt. Donc c'est comme ça qu'on obtient des scènes assez volumineuses avec Babylone. Voilà, on peut faire monter le nombre de mèches dans la scène assez loin. Alors, une autre possibilité intéressante pour optimiser un peu. Si on fait une application où on souhaite afficher un terrain, donc ça va être, je sais pas, on peut être un genre de Google Earth en 3D, ou terrain en 3D, mais c'est peut-être déjà le cas sur Google Earth. Donc je vais afficher un terrain de grande taille. Je vais ouvrir Blender, je vais créer mon terrain. Donc ici, l'image qui est utilisée, c'est un terrain de 256 mètres sur 256 mètres. Donc c'est pas si grand que ça, mais il y a quand même 131 000 triangles dedans. Donc le fichier complet sous Blender fait 6 mégas et quelques. Donc sans être délirant, niveau données, c'est un peu beaucoup pour du web. C'est un peu beaucoup pour du web, et quand on va l'exporter au format Babylone, c'est peu éditable. Alors après, c'est pas gênant dans tous les cas, mais si je veux modifier ma carte, ça veut dire que je dois refaire un export Blender. Une alternative intéressante pour éviter ça, c'est-à-dire qu'on va pas sauvegarder tout le mesh du terrain. Ça aurait que peu d'intérêt parce qu'on sait que c'est un maillage où la hauteur est différente selon le point. Et on pourrait très bien représenter ces données-là par une carte topographique, donc qui représente exactement les montagnes que j'affichais tout à l'heure. Au lieu de charger tout le mesh, on charge uniquement la carte et on laisse l'appli côté client recréer le mesh à partir de la carte topographique. Donc
Cette petite image PNG de 256 pixels est quand même nettement moins lourde, elle fait moins de 40 kg, donc d'un point de vue réseau, c'est quand même beaucoup plus appréciable que les 4 mégas de mesh de tout à l'heure, tout en portant exactement les mêmes informations. Alors comment ça marche cette génération procédurale dans Babylon? Alors on va regarder rapidement, mais c'est pas... Ah, si, on va regarder un peu. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un mesh, c'est un ensemble de vertex, et on va pouvoir relier ces vertex entre eux pour former des formes. Babylon, il fait du temps réel, il envoie des triangles à la carte graphique, donc la forme, c'est forcément un triangle. C'est-à-dire que tous les objets vont être constitués d'une suite de triangles agencés les uns avec les autres, qui donnent un canard, par exemple. Donc, ici, on va en créer un. On crée une structure de données qui va contenir les informations de génération procédurale, les informations du mesh qu'on veut générer procéduralement. On pousse à chaque fois un vertex. Donc là, par exemple, 0, 1, 0, ça va être le point qui est situé 1 mètre au-dessus de l'origine. On pousse 3 mèches dans la liste des vertex, des vertices, et ensuite on les relie pour former un triangle. Donc 0, 1, 2, les 3 premiers mèches forment un triangle. Et on obtient ensuite une pyramide. Alors évidemment, on est très... pour l'instant, on crée un objet très simple. On a assigné uniquement des vertex et des indices. Comme l'objet n'a pas de normal, c'est-à-dire le matériau qui est appliqué dessus ne sait pas comment il doit refléter la lumière. Il y a bien une lumière qui existe dans la scène, on devrait pouvoir obtenir des effets sur les faces, on n'en obtient pas parce qu'on n'a pas de normal. C'est-à-dire que la lumière ne sait pas comment réagir avec le mesh qu'on a créé. Mais voilà sur la théorie en fait de la génération procédurale de mesh, ça va être des listes qu'on remplit point par point, on crée des triangles, etc. On obtient une forme. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec nos cartes. Alors, on va effectuer 2 tests. On va le charger à partir du fichier .babylon de 4 mégas et quelques, et à partir d'une carte topographique au format PNG. On espère, en tout cas moi, que ça ira nettement plus vite avec l'image au format PNG. Alors si le réseau est extrêmement performant et le JavaScript rame beaucoup à ce moment-là, ça ne marchera pas forcément, mais on croise les doigts. Donc d'abord avec le fichier Babylon. Putain, c'était rapide. Alors attendez, parce que je pense quand même qu'il était en cache. Alors, ça me semblerait extrêmement rapide. Ok. Un sacré réseau ici. Alors, donc le fichier de 4 mégas a été chargé et instancié par le moteur. C'est-à-dire qu'on a fait exactement pareil qu'avec le canard tout à l'heure. On récupère un fichier avec la géométrie et on le charge dans la scène, on l'ajoute dedans. Donc là, on a nos 131 000 points qui ont été dessinés par Babylon en 850 millisecondes. Il a intégralement reçu la topographie, c'est-à-dire qu'il reçoit la position des points et comment ils sont reliés par des triangles. Donc là-dessus, le travail de Babylon, c'est à peu près, ça doit être un petit quart du travail, ça a été l'affichage. Le reste, c'est censé être du réseau, mais c'est quand même extrêmement rapide, je suis un peu impressionné. Donc, pardon? Non, il écrit Babylon File. Alors, on va voir, mais je crois pas m'être trompé. C'est arrivé que ce soit rapide, mais... Ouais. On va voir. Mais... Ok, et la version avec PNG, non, c'est parce que l'ordi est extrêmement puissant ce soir. Donc la génération avec le PNG. Là? Ouais. Mais il est de l'autre côté. Il n'est pas sur votre écran. Mais ouais, pour voir s'il en cache ou pas. Donc on peut quand même tester sur la partie, en particulier sur l'autre. Donc en principe on n'a pas de cache. Ah, je sais pas.
sur la fenêtre. Bon, c'est pas très important, ça a quand même été plus vite. Donc, alors, puis en plus j'ai un peu de mal avec Mac, alors je vais faire n'importe quoi. Ouais, c'est... D'accord, bon, ok, c'est pas stream, c'est pas grave. Donc ici, ça y est, je suis perdu. Ici, on l'a généré avec notre image PNG, c'est-à-dire que on va prendre chaque pixel de l'image, on va lire toute l'image, et à chaque pixel, on va créer un petit patch de notre carte, donc un carré de 1 mètre sur 1 mètre, jusqu'à avoir fait les 256 x 256 mètres de la carte. C'est nettement plus rapide à charger parce que la carte est minuscule, et on est donc chargé en un cinquième de seconde. C'est un peu plus rapide qu'avec le fichier qui contient toute la géométrie. Là, c'est une approche assez simple du truc. Déjà, la carte est quand même plutôt petite, donc on est sur quelque chose de plutôt simple. Une autre approche qui est assez intéressante sur la génération procédurale, ça peut être de générer par exemple une carte infinie. C'est-à-dire que ici, ce petit brouillard, on l'a fabriqué aléatoirement sous Blender en secouant un peu le mesh, et on obtient un terrain qui est disons au moins intéressant. Visuellement, on a des montagnes, on a des vallées, etc. Si on écrit une fonction mathématique qui secoue un peu, une image à notre place, on peut même s'éviter d'envoyer l'image en fait. On va créer aléatoirement l'image ici et instancier tout ça. Quel est l'avantage? On n'a même plus besoin d'envoyer le PNG, on a une application qui va générer aléatoirement un terrain d'une taille infinie. Alors, toujours sur la génération procédurale et le streaming des assets. Donc, si on reprend l'appli Lego avec Babylon, le streaming des assets, ça va être par exemple utile ici. Donc, si je construis quelque chose de très grand avec beaucoup de briques, comme je suis dans le cas d'une application pas hyper optimisée sur la gestion du nombre d'objets, je vais avoir un problème, c'est que j'ai beaucoup de briques et ça prend du temps d'instancier toutes ces briques une par une. Donc ici aussi, on peut streamer et esthétiquement, c'est un poil meilleur que la forêt. Donc on va construire ici un modèle qu'on avait déjà sauvegardé avant, en instanciant au fur et à mesure les objets un par un dans la scène. Donc on a à la fois un gain d'un point de vue performance, c'est plus fluide, il n'y a pas de chargement. Il y a en réalité un faux chargement qui est masqué, on essaie de le rendre un peu joli. Et voilà, c'est une utilisation du streaming de la scène. Mais là, je revenais pour la génération procédurale. Donc la génération procédurale, c'est avec ça qu'on va obtenir toutes nos briques à chaque fois. C'est-à-dire que tout à l'heure, je crée un petit patch de la montagne à partir d'une carte des hauteurs. On peut aussi écrire la fonction qui construit une brique de Lego à partir de ses caractéristiques. Donc en fait, toutes les briques de Lego ont des tailles qui sont des multiples les unes des autres. Donc ça, c'est une brique de 2 de large, 4 de long, et d'une hauteur standard. Et l'avantage principal qu'on va avoir, c'est que donc ici, on peut vite avoir un objet qui, sans être gigantesque, on a une trentaine d'objets, sans avoir à avoir une trentaine de fichiers Blender. Si par exemple, à un moment, il me venait l'envie de rajouter de complexifier un peu le modèle au niveau des petits plots Lego qui sont assez simples, ce serait beaucoup plus simple à faire que de modifier une trentaine de fichiers Blender qui contiennent toutes les briques. Niveau temps de chargement, c'est pas comparable non plus. C'est un script de 100-200 lignes qui va générer ces briques. Il y a de grandes chances que nos fichiers Blender aient pesé beaucoup plus lourd que ce petit script. Ok, donc pour finir sur les fonctionnalités avancées, on va quand même pouvoir parler un peu des shaders. Alors effectivement, Babylon expose des objets assez simples à manipuler pour les matériaux. Si on le souhaite, on peut quand même
fabriquer nos propres matériaux dans Babylon, et pour ça, on va rédiger des shaders. Donc, c'est des petits bouts de code qui sont envoyés à la carte graphique. La carte graphique s'en sert pour afficher des objets. Le langage pour écrire ces shaders, c'est le GLSL, GSLang. On va voir un petit peu comment ça marche. Comment ça marche un shader? En fait, dans Babylon, ça va être deux petits programmes, un vertex shader et un fragment shader. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que nos mèches sont constituées d'un ensemble de triangles. Ce triangle, il va avoir une position dans l'espace et on va pouvoir projeter ce triangle sur notre écran où on va devoir l'afficher. C'est à ce moment-là que le shader intervient. Donc, le triangle est constitué de 3 vertex, c'est les 3 points qu'on voit ici. Donc, c'est un triangle. Et on va relier tout ça. Donc, à chaque fois, ce sont des pixels entre les deux, c'est-à-dire c'est mon triangle qui s'est fait projeter comme ça sur l'écran. Le vertex shader, il va nous dire à cet endroit-là, le pixel 1, je veux l'afficher de telle manière par rapport à la lumière, par rapport à sa texture, par rapport à sa couleur, etc. Le fragment shader, il va permettre de remplir ce qu'il y a entre les deux. Ça va être comment on rend les pixels qui sont affichés à l'écran. Mauvais réflexe. Donc, quelques exemples de shader. Alors, on va commencer. On peut commencer avec celui sur les vertices. Voilà. Donc, il est pas mal. C'est-à-dire qu'on a rendu notre objet blanc pour l'instant. Donc, un shader de vertex. Alors, il est défini ici. Donc, on a dans le playground, on n'a pas de coloration syntaxique. On va s'en sortir quand même. En tout cas, j'espère. Comment ça marche? Comment ça marche? C'est-à-dire que je commence par calculer la position à laquelle sera rendu mon pixel à l'écran. Et c'est à peu près tout. En fait, ici, la majeure partie du code est commentée. On va en particulier pas calculer ces données-là. Et on passe ensuite aux fragments, comment on rend le pixel. Et ensuite, comment on le rend? On affiche une couleur diffuse qui est du blanc. Donc, on obtient ceci. Il y a beau avoir une lumière dans la scène, elle n'est pas réfléchie dessus. Le shader ne s'est pas occupé de la lumière. Rien du tout. En le développant un peu, on devrait réussir à obtenir un résultat intéressant. Donc, le but étant d'obtenir du vert. Donc, du vert, c'est-à-dire un matériau comme un petit verre, on va vouloir avoir un reflet dessus et une transparence. On va se limiter à ça. Comment est-ce qu'on va avoir ce reflet dessus? Pardon, on va commencer par la transparence. Donc, en principe, si je fixe ici une valeur d'alpha au pixel que je souhaite rendre, on devrait obtenir quelque chose de transparent. Voilà, donc c'est déjà un peu mieux. On n'a toujours aucun effet de lumière, c'est-à-dire que c'est plus foncé là où l'objet intersecte sur lui-même, mais globalement, on n'a pas d'illumination, il est juste un peu plus transparent. Pardon. On va essayer de rendre un reflet en affichant un éclat blanc sur les côtés. Donc, quand le soleil va traverser le verre, on devrait obtenir une diffraction de la lumière à travers le verre qui fait apparaître les bords un peu plus lumineux. Alors, ça ne se vérifie pas à tous les instants, mais si on arrive à le faire, le rendu est acceptable pour du temps réel et c'est pas mal. C'est-à-dire c'est mieux que ça. Si on essaye de rendre nos verres comme ça dans la scène, on voit bien qu'il y a un problème. C'est mat, ça brille pas, c'est pas terrible. Donc pour ça, on va calculer une réfraction Fresnel. Donc comment elle marche? C'est-à-dire que mon mesh, à tout endroit, je vais pouvoir récupérer sa normale. Donc si je suis au bord du mesh, elle est orientée vers là. Si je suis plutôt sur le dessus qui est face à moi, on ne voit pas trop ici, mais elle est orientée vers moi. Et en fait, ce que va faire notre petit bout de code, c'est qu'il va calculer quel est l'angle entre mon point de vue quand je regarde le mesh et la normale du mesh. Si cet angle est plutôt à 90 degrés, on va l'afficher blanc brillant, c'est le côté, ça réfracte, etc. Si l'angle est nul, on va l'afficher transparent, on est à un endroit où le verre est plat face à nous.
Donc une première approche un peu naïve, c'est d'utiliser quelque chose de linéaire. Donc si on calcule un terme de Fresnel de manière linéaire, si on le calcule, et on va quand même demander à notre pixel shader de l'afficher. Et oh, j'avais pas forcément dit que ça marcherait du premier coup. On va lui redonner sa valeur d'alpha. Et éviter de la surcharger après. C'est perdu. Bon, on va pas forcément trop s'attarder là-dessus. Donc le principe, ça aurait été de rendre sur les vertex ce shader. On a la version finie du truc, celle qu'on utilise actuellement. Voilà, donc l'objectif, ça aurait été d'atteindre ça en direct. C'est pas forcément le cas. Donc on a bien ce qu'on recherchait tout à l'heure, c'est-à-dire cette réfraction sur les côtés du matériau, là où il est censé être le plus épais. C'est une approximation, hein, ça suppose pas de la physique de l'objet, etc. Mais voilà, à une bonne distance, si on utilise ce matériau-là pour rendre, par exemple, des verres sur une table, c'est acceptable. Exactement. Exactement. Ça peut ressembler. Ok. Voilà, donc le symposium touche à sa fin. Donc on peut finir sur une démonstration assez impressionnante par l'équipe des développeurs de Babylone. Ça remarche? Bon, excusez-moi pour l'erreur de manipulation. Donc ici, c'est à peu près le maximum que peut rendre Babylone pour l'instant. Alors c'est peut-être pas forcément le maximum parce qu'on est à 60 images par seconde. Mais effectivement, visuellement, c'est évidemment très très fort niveau réflexion, etc. On a des ombres qui sont précalculées, c'est-à-dire que on va pas forcément les générer dynamiquement. C'est un peu compliqué de calculer des ombres, de calculer l'occlusion ambiante. Alors, je sais pas, ça va être par exemple là-bas, pour ceux qui peuvent le voir, le mur est un peu plus sombre en dessous de la lumière, ce genre de choses. Ça, c'est des calculs qui sont extrêmement lourds, extrêmement coûteux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à une appli 3D de les calculer pour nous. On va les renvoyer à Babylone qui va les afficher. Donc on a ce rendu de très haute qualité dans le navigateur avec un temps de chargement assez réduit, des textures HD, etc. Donc actuellement, c'est un peu la démo de référence dans Babylone pour montrer ce qu'ils arrivent à faire. Babylone supporte aussi WebVR, donc pour la réalité augmentée. Alors je vous invite tous à loucher sur l'écran et à profiter d'une expérience en 3D, en 3D incroyable. Donc c'est intégré nativement dans Babylone. Ouais, bon, pas forcément au point. Voilà, on peut faire tout ça dans le web avec un temps de chargement extrêmement réduit et une très bonne qualité d'image. La démonstration est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à vous. Ouais. Ouais. Oui, donc Babylone gère effectivement le son et la physique. Donc la physique, il y a plusieurs moteurs différents, Canon, Oimo et un dernier. Donc c'est 3 moteurs JavaScript qui ont une interface avec Babylone en fait, et qui ont voilà. Pardon, tu m'as posé une... Non, excusez-moi. Oui, donc il y a une interface entre le moteur et Babylone et on peut intégrer effectivement de la physique dans Babylone. Idem pour le son, je ne l'ai jamais utilisé à titre personnel, mais effectivement il y a une librairie pour du son et notamment du son positionnel, sûrement en stéréo, mais voilà, de placer les sons dans la scène pour les entendre différemment. Une question. Ouais. On a vu tout à l'heure que c'était bloqué à 60 fps.
À ma connaissance, c'est Babylone qui se limite à 60 FPS et qui cherche pas à en rendre plus en fait. Euh, ouais. C'est une bonne question, il me semble que oui. Je pense qu'on peut limiter exactement. Oui, donc les images par seconde sont limitées au maximum à 60, même quand la scène est vide, Babylone ne va pas rendre plus de 60 images par seconde. Il me semble qu'on peut plafonner ça à 30 ou 40 si on le souhaite, à vérifier, mais à mon avis, oui. Et moi j'avais une question sur le chat aussi. Qu'est-ce qu'il en est sur les éléments extrêmement nombreux, complexes comme l'eau ou la poussière? Ouais. L'eau ou la poussière. Mais après, à chaque fois, c'est du développement de shader. Alors, Babylone en intègre quelques-uns. On a un shader d'eau intégré dans Babylone. Alors, est-ce que est-ce qu'on peut peut-être pas virer celle-là. Ah oui, donc Babylone affiche de l'eau. Est-ce qu'ils ont une démonstration sur sur les shaders un peu complexes qu'on peut utiliser dans Babylone? Je ne suis pas sûr. Il y a des shaders d'eau. Alors après, on peut aussi faire des approximations. Non, j'ai rien dit, oui. Bref, ouais, Babylone propose d'afficher de l'eau. Un plaisir, oui. Alors, on a une autre question sur le chat. À propos des interfaces utilisateurs, qu'est-ce qu'il y en est, les interfaces utilisateurs type manette, par exemple? Ouais, ça se gère aussi. Alors, ouais. Oui, ça se gère. Alors après, exactement comment, à titre personnel, j'en ai aucune idée, mais je sais que la librairie existe dans Babylone. Ce qui se fait par exemple, donc sur tous ces objets qui sont instanciés avec leur propre contrôle, on a souvent une version pad. On a une caméra qui se contrôle au pad, par exemple, qu'on peut instancier dans la scène et contrôler au pad. Une autre question? Quels sont les navigateurs qui supportent aujourd'hui donc Babylon.js? Ouais, Chrome et Edge le supportent très bien. Alors après, à partir de quelle version exactement, j'avoue que j'en ai aucune idée. Je conseille de le mettre quand même bien à jour avant d'essayer de le faire tourner. Donc Edge le supporte particulièrement bien parce que le projet est porté principalement par des ingénieurs de chez Microsoft. Sous Chrome, on a des très bons résultats. Sous Firefox, c'est un peu plus compliqué. Ça marche bien, les fonctionnalités sont bien implémentées. On a quand même on aura du mal à avoir les mêmes performances que sous Chrome ou Edge. Oui. Mhm. Non, assez peu. Ouais, on peut trouver une assez grosse collection de démos techniques de Babylon.js sur leur site web. Non, effectivement, il n'y a pas forcément de jeu abouti. Ce qui se fait beaucoup comme appli assez abouti, c'est ces histoires de visualisation en fait. C'est là que Babylon est vraiment efficace. Si on peut précalculer une scène avant de la rendre, typiquement pour afficher les produits quand on veut les personnaliser, ce genre de choses, là Babylon est très efficace. Si on veut faire un jeu, on va avoir besoin d'animation, de beaucoup d'ombres en temps réel par exemple, et c'est pas forcément les points forts de Babylon. Le moteur d'animation est quand même assez rustique. Niveau prise en main, on est très très loin du mécanisme dans Unity ou de ces petits arbres d'animation qu'on peut faire graphiquement. Là, c'est plus brut. Donc non, plutôt de la visualisation en fait de scènes plutôt statiques que du jeu, même si le but est de faire du jeu. Ouais. Ouais, alors un concurrent assez sérieux, c'est Play Canva. Donc on peut jeter un œil si c'est intéressant. Ils ont des résultats qui sont très impressionnants graphiquement. Donc là, c'est ce qu'on va voir
C'est ce qu'on va voir ici. Donc, c'est assez joli. Je ne l'ai jamais essayé. Il est aussi open source, sauf que celui-là est développé en JavaScript. La particularité principale, c'est que Play Canva offre un éditeur en fait pour la création de scènes, donc dans le même style que Unity en fait. Ce qui est assez fort et ce que n'a pas Babylon. Le principal défaut, ce qui peut retenir d'utiliser plutôt Babylon que ça, c'est quand même que la documentation et la communauté est nettement moins importante. Donc le résultat est super, vraiment très impressionnant, mais c'est assez compliqué de se brancher à leur moteur et ouais, ça demande beaucoup plus d'investissement que Babylon. On peut aussi faire du WebGL natif, il y a SriGL qui existe depuis plus longtemps et qui marche aussi. Ok, bah merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée.